Bonjour, merci de m'accueillir dans cette enceinte. Merci au comité d'organisation. On vient de parler beaucoup de technologie, de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Moi, j'ai un peu abandonné la technologie, je vais plutôt parler de l'humain, mais ça a été dit aussi ce matin, c'est l'humain qui a dans sa main la technologie. On parlait aussi d'intelligence prédictive ce matin, et je relisais pas mal d'articles cette semaine, puisqu'on vient de fêter les 30 ans du web, parce que tout ça arrive grâce au web, il ne faut pas l'oublier. Et en 1994, il y a 3 éminentes personnalités qui ont remis un rapport à Édouard Balladur en disant que le web n'avait pas d'avenir. Alors peut-être que si en et tout ça en le comparant à l'époque au Minitel, qui était considéré comme le fer de lance de la technologie française. Peut-être que si on avait eu l'intelligence artificielle en 1994, peut-être que la prédictibilité aurait été meilleure. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. La cybersécurité, c'est souvent aujourd'hui en France, malheureusement, le monde des bisounours. Moi qui travaille en entreprise régulièrement, je vois des choses, je n'ose même pas vous les décrire, je décris aux étudiants à qui j'ai affaire, mais c'est une véritable catastrophe. Alors il y a plein de choses qui virevoltent comme ça, plein d'idées. Par exemple, la malveillance est la cause de risque de la majorité des incidents. Ce n'est pas toujours le cas, c'est loin d'être le cas, hein, puisqu'on parle souvent justement que la première cause du risque, ce n'est pas la malveillance, hein, mais elle est essentiellement causée par l'absence de règles et la méconnaissance des pratiques. Les hackers ne réfléchissent pas. On dit ça attaque à tout va, ils sont cachés. Non, ça c'est plus vrai ça. Les malveillants connaissent les vulnérabilités humaines. Ils les connaissent très bien. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'intelligence artificielle, mais en termes de prédiction, ils savent à quelle heure ils doivent envoyer les mails d'attaque. Ils savent quel jour répond le mieux qu'un autre. Pas l'oublier. Le RSSI est le seul maître à bord. Il y a des gens de RT là. RSSI seul maître à bord. Non, la sécurité, ce n'est pas une science exacte. Obligatoirement, il va falloir la partager. Il va falloir l'arbitrer. Et on verra tout à l'heure comment on peut, pour moi, mettre en place une défense en profondeur en entreprise. Allez, encore un petit coup de bisounours. La confidentialité est mère de sécurité. Ah oui, en entreprise, on parle beaucoup de sécurité informationnelle. Mettre en sécurité l'information stratégique. Eh bien non. La sécurité elle seule ne résume pas la sécurité. Hein, on le verra bien. La confidentialité. Il faut croire en la toute-puissance de la technique. Ça, c'est un peu le RSSI aussi. Enfermé dans sa tour de verre, il a mis en place ses infrastructures et ses réseaux, il a calé tous ses logiciels, tous ses outils, et c'est parti. Bien non, ce n'est pas que ça. La sécurité, c'est avant tout lié au secteur humain, et non pas à la technologie, qui est tout de même nécessaire, bien entendu. Allez, un petit dernier pour les bisounours. La sécurité est perçue comme un frein à la performance. Combien on l'entend? Vous avez mis en place des sécurités sur mon ordinateur, je ne peux plus rien faire, chef. Eh bien non, la sécurité, c'est pas ça. La sécurité, on s'aperçoit que son absence empêche de travailler. C'est quand on se retrouve en problème de continuité d'activité avec une rupture importante, donc manque de disponibilité informatique, qu'on s'en aperçoit très vite. Des statistiques, on peut en sortir plein. 47% d'incidents causés par des attaques externes, 57% liés à des erreurs de gestion interne, des problèmes matériels, des données involontairement transmises, des négligences. Ça existe. C'est la vérité vraie. Il y a des chiffres incompressibles, et ceux-là, on a énormément de mal à les rendre plus faibles. Je m'appuie sur un sondage qui est très récent. OpinionWay a fait un sondage. Alors, le panel est étroit, je le conçois, je crois que c'est 174 entreprises, mais on s'aperçoit que, c'est un sondage récent, puisqu'il a été fait entre novembre et décembre 2018, que la majorité des attaques subies par les entreprises sont conditionnées par du phishing, l'arnaque au président et des infections. Le crypto-looker, c'est la grande mode du moment. Là, l'humain a beaucoup de responsabilités. L'humain concourt à la vulnérabilité de l'entreprise dans ce domaine-là. On continue toujours sur ce sondage, on s'aperçoit que le shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels, de matériel non encadré, non suivi par la sécurité informatique, fait qu'on fragilise énormément l'entreprise. On le voit que c'est un des cas les plus importants. Si on descend un peu
dans le domaine du Shadow IT, on s'aperçoit que le recours au service cloud non approuvé. Bah oui, on stocke un peu partout, même quand on est pro, même quand on est dans une entreprise. On transmet des données depuis son poste informatique jusqu'à son domicile, en disant « Tiens, ce soir, je vais pouvoir travailler un peu », sans s'assurer que tout ça est en sécurité. L'utilisation de matériel personnel, le BIOD, ça c'est quelque chose de terrible aujourd'hui pour les entreprises à gérer. L'usage personnel des matériels fournis par l'entreprise. On mélange l'aspect professionnel, l'aspect privé, c'est très, très, très dangereux. Donc on se retrouve avec toutes ces choses qui sont tenues au comportement humain. Alors vous allez voir des statistiques, je les passe très rapidement parce que ça n'a pas une grosse importance, mais on s'aperçoit quand même que les gens ne sont pas toujours conscients qu'ils sont dans une entreprise qui joue le jeu de la sécurité. Alors comme on le lit, on découvre la sécurité parce qu'à un moment donné, on est coincé. Ah oui, on va aller sur Internet et puis on a des pages qui ne sont pas accessibles. Il y a des filtres. Mais monsieur, c'est normal, il y a une charte informatique qui vous impose tout ça. Ah bah oui, voilà, on s'en rend compte de cette manière-là. Hein, il y a même des gens qui pensent qu'il n'y a pas de sécurité du tout. Mais vous verrez tout à l'heure sur le profil des utilisateurs, c'est assez intéressant. Alors ce profil des utilisateurs, on trouve plusieurs types dans les entreprises. La personne qui est très consciente de la menace, peut-être votre génération, on connaît les risques liés à l'utilisation des outils numériques, et on s'efforce, on essaye de respecter ce qu'on vous demande de faire, la charte informatique, l'hygiène informatique, enfin tout ce qui va bien pour que l'outil soit utilisé sans risque. Mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres profils, le bien intentionné, qui lui essaye, il fait un peu ce qu'il peut, mais il n'a pas une grosse connaissance de l'outil, et il prend des décisions un peu à l'aveuglette. Dans les entreprises, on trouve ça dans les générations un peu plus anciennes. Il y a le complaisant. Alors on le verra après, je parlerai de Jean Foutisme. Lui, il attend. Vous voulez vous mettre en sécurité, dites-moi comment il faut faire et installez-moi les logiciels qui vont bien. Et puis il y a le désabusé cynique. Alors là, lui, c'est l'inverse. C'est un peu le geek de l'entreprise. Et je peux vous assurer aujourd'hui que dans certaines TPE, il n'y a pas de RSI, bien sûr, parce qu'il n'y a ni les moyens humains ni les moyens financiers de s'en payer un. Eh bien, c'est un jeune étudiant qui arrive dans l'entreprise, qui postule pour un emploi, et puis la direction se rend compte que cet étudiant, il a quelques compétences techniques dans le domaine de l'informatique, et on lui donne un rôle de RSI bis. Et j'en vois assez régulièrement. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Alors là, celui-là, il est très dangereux, parce que c'est lui qui va aussi bien reconfigurer un réseau, qui va... Tiens, j'ai mon ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe. Et hop, on va lui donner son ordinateur, et il va commencer à fouiller dedans. Voilà. On est sur cette base-là. Il y a quand même beaucoup de naïveté, souvent. Alors, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est pas le problème unique d'un RSSI, on le verra tout à l'heure. C'est pas le problème unique de l'utilisateur, c'est pas le problème unique du manager. C'est le problème de tous. Mais il faut aussi penser que trop de sécurité tue la sécurité. C'est exactement le problème du badge à une porte. Si vous badgez cette porte-là, à un moment donné, vous allez obligatoirement trouver cette porte ouverte avec une chaise ou une cale. Parce que les gens en auront marre de badger, de sortir le badge, de l'oublier. C'est ce qu'on voit dans les entreprises. Donc c'est le même principe. Trop de sécurité tue la sécurité. Elle n'est jamais acquise. On est en pleine itérativité aussi. Il faut tout le temps renouveler. C'est du management des risques. Donc il faut toujours cette route d'Hemming, la renouveler complètement. Une petite notion sur le risque. Le risque est composé d'une menace. Les menaces, on les connaît. Les entreprises doivent les connaître. Une entreprise qui se respecte va s'informer à minima, faire un peu de veille pour essayer de bien identifier toutes les menaces qui pèsent dans le domaine de l'informatique aujourd'hui. Mais il y a aussi des vulnérabilités. Et les vulnérabilités, c'est là-dessus qu'on peut jouer. Les menaces, on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut pas y faire grand-chose parce que si quelqu'un vous en veut, on n'empêchera pas de vous en vouloir. En revanche, la vulnérabilité que l'on présente, donc un manque de formation, un manque de sécurité physique, un manque de sécurité juridique, parce que c'est ça aussi, la sécurité informatique, eh bien on va se retrouver vite à poil. Donc si on joue sur la vulnérabilité, on peut quand même nettement jouer sur l'impact d'une menace, en se protégeant mieux. Alors, je vais arriver sur le recentrage de l'humain dans la sécurité. Je vais prendre un modèle de James Reason, qui est un psychologue anglais, qui a œuvré depuis le début des années 70, un expert en facteurs humains, bien entendu, qui a beaucoup travaillé sur les erreurs. Qu'est-ce qui nous amène à commettre une erreur? Qu'est-ce qui nous amène à mal programmer ceci pour
transformer ce souci en monstre? Qu'est-ce qui nous amène à oublier de régler telle machine? Qu'est-ce qui amène un expert en sécurité informatique, après une intervention sur un serveur, d'oublier de remettre en place le pare-feu? Des choses qu'on voit régulièrement, ça, par exemple. Alors, James Reyson, il est parti sur un constat. Je raconte l'histoire très rapidement. En fait, il était chez lui, il travaillait, il a envie de se faire un thé, tea time, aux Anglais, bien connu. Il met sa bouilloire sur le feu, il laisse le couvercle ouvert pour voir l'eau frémir et pouvoir verser ses cuillères de thé au moment où il le fallait. Et à un moment donné, il travaille en même temps, il y a son chat qui miaule de plus en plus, et il se retrouve de manière très urgente à aller chercher la nourriture du chat, en prendre 2 cuillères et les verser dans sa théière. Là, il a commencé à dire, ah, quand on commet une erreur, il peut y avoir beaucoup de facteurs. Alors, il a identifié 3 facteurs. Il y a le facteur comportemental, comportement de l'individu. Ah oui, on est tous, un jour ou l'autre, un peu fatigués, on est tous l'autre un peu énervés. Donc, il y a déjà cette vision. Et puis après, il a sorti l'élément contextuel. Le contexte dans lequel on se trouve peut amener à commettre des erreurs. Et puis après, il y a l'aspect conceptuel. L'aspect conceptuel, là, on est dans le biais cognitif. C'est-à-dire, on est dans un raisonnement que l'on a conservé, dont on est certain, alors qu'on fait fausse route. Donc, il a travaillé sur tous ces modèles. Et il a créé le modèle du fromage suisse. Alors, en représentation graphique, ça donne ça. On a plusieurs couches de sécurité avec des menaces, avec une cible et avec des vulnérabilités. Si on n'a qu'une couche de sécurité, il y a de grandes chances que les menaces atteignent leur cible. Si on met plusieurs couches de sécurité, là, au contraire, on va réussir à bloquer pas mal de menaces. Alors, sur un système informatique ou dans le domaine de l'informatique, on peut considérer que le rempart final sera l'infrastructure, avec ses sécurités. Là, on est sur la couche matérielle. On va jouer aussi sur ce qu'on appelle les précurseurs inhibiteurs. Qu'est-ce que dans l'entreprise ou qu'est-ce que dans ma vie, j'ai déjà constaté comme anomalies qui sont génératrices d'incidents? Anomalies pour lesquelles je n'ai absolument eu aucune réaction. Et ça, c'est très courant. Les petites choses. Les petites choses. On est sur la pyramide de Bird, 600 incidents, un mort. Dans l'industrie, c'est à peu près ce que l'on dit. 600 incidents non traités, on finit par tuer quelqu'un. Donc les précurseurs inhibiteurs, c'est aussi une couche qu'il va falloir nettement s'occuper. Puis après, on a vraiment les hommes, donc on a les utilisateurs. Bon, là, c'est tous les gens qui vont avoir accès aux machines. On a les managers et on a la direction générale. Alors, si on prend tous ces gens-là, ils ont tous un rôle. La direction générale, elle va définir une politique de sécurité, politique globale de sécurité, une politique de sécurité informatique, on appellera ça comme on le souhaite, mais elle va définir une politique avec des règles et surtout avec des directives. Pas tout et n'importe quoi, des directives écrites, bien posées, des choses claires, attention, on y reviendra après. Le manager, lui, sera chargé de la mise en œuvre de cette politique et il aura surtout une mission de contrôle, voir si tout le monde respecte et met en œuvre les directives de la direction générale. L'utilisateur, lui, il est chargé de les appliquer. C'est son seul travail, mais d'appliquer les règles. Les précurseurs inhibiteurs, ben là, on va essayer de les découvrir et on va essayer de les traiter. Hein, ça va être l'essentiel. Et le système, ben là, de toute manière, on est coincé entre, 1, la technique, et 2, la réglementation. Hein, RGPD, enfin tout ce qu'on veut. Donc, on va être obligé de prendre en compte ces 5 couches. Si on prend en compte ces 5 couches, on va réussir à mettre en place une véritable politique de sécurité en profondeur. Alors tout ça va reposer sur... Oh, pardon, c'était pas le bon, bien entendu. Toc, toc. Sur ces 5 blocs. Donc, un engagement de la direction générale. Donc là, comme je vous le disais, une véritable mise en œuvre de politique, des moyens techniques, des moyens humains, des moyens financiers, hein, parce que la sécurité a un prix. Tout ça va se transmettre par des directives, va se transmettre par exemple par la mise en œuvre d'une procédure d'alerte. Je suis à mon poste de travail, je viens de cliquer sur un lien qui m'était proposé dans un mail
et à l'issue de ce clic, il ne s'est rien passé. Ou à l'issue de ce clic, j'ai vu un truc bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que dans mes diagnostics, je lance des campagnes de mails d'hameçonnage comme ça sur les entreprises pour lesquelles je travaille. J'ai plusieurs types de mails, dont un mail avec un lien douteux comme ça et un mail avec une pièce attachée en PDF qui peut sembler s'apparenter à ce qui se passe quand on est crypto-looké. Et on ouvre un PDF où on clique sur un lien douteux, ça vous met en lien avec un serveur, tranquillement tout ça se télécharge, vous n'y voyez rien, et quelques heures après, ou une nuit après, vous avez tous vos répertoires qui sont cryptés. Eh bien, j'ai des cryptes sur mes PDF, 10 mails qui sont ouverts, 10 mails qui sont refermés aussitôt. Vous allez me dire, c'est normal, c'est le réflexe. Sauf que dans le PDF, quand les gens l'ouvrent, hormis le petit script qui me permet de le voir, qu'est-ce que j'ai écrit? Votre ordinateur vient d'être infecté immédiatement. Veuillez envoyer un mail à cette adresse pour obtenir le code de désinfection. Je n'en reçois aucun. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de procédure d'alerte dans l'entreprise en disant « Attention, chef ou machin, je viens de recevoir un mail bizarre, je l'ai ouvert, voilà ce qui est écrit, qu'est-ce que je fais ?» Il n'y a rien. Ça, c'est la base de la sécurité. Mettre en place cette procédure d'alerte. Je suis en déplacement à l'étranger, je me fais piquer mon ordinateur, qu'est-ce qui se passe? J'attends de rentrer en France pour le dire. Non, tout de suite, je dois avoir un numéro de téléphone d'urgence et une personne qui doit me répondre, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, voilà comment ça s'est passé, on va déclencher l'effacement automatique. Enfin, voilà. Il faut à tout prix cette procédure, c'est la nécessité de base. Il faut du rétex aussi sur tous les incidents. Ça, c'est essentiel aujourd'hui. Du rétex. D'autant plus que si l'humain est mis en cause, du rétex, retour d'expérience. Il faut à tout prix analyser la situation pour pouvoir mieux la corriger. Et bien entendu, beaucoup de formation. La formation, c'est des piqûres de rappel tous les ans, minimum. Hein. Souvent, la formation dans le domaine de l'usage des outils numériques, on est dans l'hygiène informatique. On est dans du basique. Le post-it avec le mot de passe sur l'écran, ça n'existe plus. Non, non, maintenant, les mots de passe, ils sont dans le téléphone portable ou ailleurs. Donc voilà, il faut penser à ça. C'est la base de tout. Donc la formation est essentielle. Donc ça, c'est le travail de la direction générale. Il faut mettre en place ce que j'appelle une culture déclarante dans l'entreprise. Justement, j'ai ouvert un mail bizarre, j'ai cliqué sur un lien douteux, j'ai un concours là qui m'arrive. J'ai fait un audit pour une CCI il n'y a pas longtemps. Tout le monde a répondu au concours pour gagner un voyage pour 2 personnes à Londres. Tout le monde. Tout le monde a cliqué. Et là, je les renvoie sur une page morte de mon site internet qui leur dit vous n'auriez pas dû cliquer, rendez-vous tel jour, à telle heure pour la formation dans votre CCI. Ça se passe bien. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Donc, il faut à tout prix mettre en place cette promotion de culture déclarante. Cette culture déclarante, c'est quoi? C'est simplement faire comprendre aux gens que s'ils ont commis une erreur, eh bien, ils peuvent le déclarer sans pour cela qu'on les engueule ou qu'il y ait une sanction. C'est essentiel aujourd'hui de mettre ce contrat de confiance en place dans le domaine de la sécurité en entreprise. On a trop, et on le fait encore, fait peur aux gens. On leur fait peur avec les problèmes informatiques. Attention, non, 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 il ne faut pas leur faire peur. Tout le monde peut commettre une erreur, c'est humain, la preuve, on est là pour en parler. Donc il faut à tout prix rester dans ce deal. Subsidiarité. Alors ça chauffe toujours un peu les oreilles, ça chauffe toujours un peu les oreilles des chefs d'entreprise. Quand je leur présente leur entreprise, je retourne la pyramide. Je les mets en dessous. Je ne les mets pas en haut. Je dis non, vous êtes en dessous. Il y a comme ça que vous saurez ce qui se passe dans votre entreprise, c'est comme un sablier. L'entreprise doit fonctionner comme ça. Et chacun à son niveau doit être capable de résoudre ses problèmes. Ce n'est pas le problème du grand chef toujours. Et d'ailleurs, le chef d'entreprise, quelquefois, il ne connaît absolument rien au système informatique. Il n'y comprend rien. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps dans une entreprise qui a 80 salariés. Le chef d'entreprise, puisque je m'entretiens avec lui, m'a décrit son système informatique. Je n'ai absolument rien compris. Et c'est en allant voir un ingénieur de la boîte qui tient le rôle de RSI qui m'a expliqué qu'ils avaient un simple NAS. Il n'a pas été capable de me l'expliquer. Donc il faut à tout prix que chacun ait ses responsabilités, que chaque niveau, chaque couche de la défense en profondeur puisse agir comme il le faut. Une animation, là on revient toujours pareil, dans un management des risques, il y a obligatoirement ce contrôle et des actions correctrices derrière. Ce n'est pas le tout de constater, il faut aussi corriger. Ça, c'est essentiel pour pouvoir éviter que les erreurs se reproduisent. Et puis une révision. Là, on est dans la table des risques, révision d'une politique, révision de la sécurité. La sécurité n'est pas figée. L'humain évolue, les systèmes informatiques évoluent,
le web évolue. Donc il faut que la sécurité suive tout ça. Hein, si on ne le suit pas, ce n'est pas la peine, on aura toujours un train de retard. Alors pour terminer, parce qu'il faut que j'aille vite, je sais, une bonne politique de sécurité dans une entreprise, elle doit être simple et compréhensible. Il ne faut pas construire d'usine à gaz, pas d'usine à gaz, des choses simples, hein, écrites, lisibles, compréhensibles par tous, facilement réalisables aussi. Ce n'est pas la peine d'écrire un plan de continuité d'activité de 50 pages qui ne sera jamais lu par tout le monde et surtout qui ne sera peut-être jamais mis à jour. Donc c'est très important. Hein. De maintenance facile, ça il faut qu'on suive les avancées de la technologie, les avancées humaines. Vérifiable et contrôlable, ça c'est la base de tout, et adoptable par un personnel préalablement sensibilisé, voire formé. Il faut que les gens adoptent et aient la volonté de prendre en compte et de mettre en œuvre cette sécurité. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.